Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et on est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un cycle de conférences qu'on a appelé, sans aucune grandiloquence, 20 ans pour sortir des énergies fossiles dans l'immobilier mode d'emploi. Voilà. Alors, on va tenter d'être à la hauteur. On va essayer de vous révéler au travers de 3 conférences les grands défis, les grands enjeux. Avec une première conférence où on prendra un peu de recul sur le chemin parcouru depuis 1990 et les enjeux vus de l'autre côté du compteur avec nos camarades énergéticiens que je présenterai dans quelques instants. Ensuite, on parlera de la flexibilité énergétique dans le bâtiment. Comment est-ce que le bâtiment peut maîtriser les moments où il a besoin d'énergie pour réussir notre futur énergétique. Et puis, on terminera par parler de l'après-fossile. Voilà, une fois qu'on est sorti des fossiles, quelles solutions peut-on déployer pour poursuivre, pour aller plus loin. Et donc sans plus attendre, vous allez assister donc à la première conférence que je vais animer avec Benjamin Haas, que je présente, qui est avec nous aujourd'hui, qui est directeur de la régulation France chez Engie, et Frédéric Fontan, que je salue aussi, qui est responsable de la régulation chez EDF. Alors sans plus attendre, je vous propose de commencer avec peut-être une première question à laquelle on va tenter de répondre. Est-ce que le secteur de l'immobilier, du bâtiment en France se décarbone depuis 1990 ? Et si oui, avec quel rythme et quels sont les leviers qu'on a pu voir s'activer sur le terrain ? Alors, premier graphique sympathique que je vais un petit peu vous commenter. Vous retrouvez ici la consommation d'énergie finale dans les bâtiments tertiaires depuis 1990. Donc normalement, la première chose qui doit un petit peu vous frapper, c'est que ça ne baisse pas. En fait, vous avez raison, ça augmente de façon assez significative, sachant que, ayez à l'esprit que quand nous étions en 1990, il y avait à peu près 600 millions de mètres carrés. Au moment où je vous parle, il y a 1,1 milliard. Donc on n'est pas vraiment à isopérimètre. Mais vu d'un énergéticien, il y a de plus en plus d'énergie à approvisionner et tout le monde a envie qu'elle soit peu onéreuse, locale et pas chère. Et décarbonée. Ouh, j'ai dit 2 fois pas cher. Ça donne une petite introduction de la suite. Donc voilà, donc là forcément, première mauvaise nouvelle, on se dit mince, le secteur du bâtiment, en tout cas du tertiaire, a du mal à baisser sa consommation d'énergie. Après la question qu'on peut se poser, c'est se décarbone-t-il ? Et la réponse est oui. Donc là les chiffres sont un peu frappants, mais ayez en tête que sur le secteur tertiaire, on a augmenté de 40% la consommation d'énergie depuis 1990, mais on se décarbone. Comment fait-on ? Essentiellement parce qu'on a développé un talent incroyable pour sortir du fioul et du charbon au profit du gaz naturel et de l'électricité. Donc ça, on est très fort pour faire ça dans le secteur de l'immobilier. J'en profite pour faire un clin d'œil à nos amis des énergies renouvelables, qui est l'espèce de petite bande verte très modeste que vous voyez, qui fait à peu près 4% du mix, sachant que pour information, on parle des énergies in situ. Il est tout à fait possible d'avoir des ENR dans les autres vecteurs, mais là on est vraiment sur l'énergie finale, donc ce qui se passe au niveau des bâtiments. On peut aussi faire un clin d'œil à nos amis des réseaux de chaleur, puisqu'on voit aussi une petite bandelette rouge. Voilà, tout ça pour dire, ça donne un peu une introduction à notre conférence. Un peu du mal à faire baisser nos consommations d'énergie. Par contre, on est très fort pour virer le fioul et le charbon. Si on regarde ce qui se passe sur le secteur résidentiel, vous retrouvez un peu la même chose, un peu la même équation. Peut-être la différence est la bande verte, puisque sur le secteur résidentiel, on constate qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents d'énergie renouvelable, mais ça n'a pas beaucoup bougé depuis 1990, sachant quand on creuse un peu, c'est essentiellement des chaudières bois. Qui n'a pas une maison de campagne avec une petite chaudière bois ? Donc voilà, et ça n'a pas tant progressé que ça. J'ai pas la virgule en tête, mais je crois que c'est 21 ou 22 ou 23% peut-être au moment où je vous parle. Et à nouveau, on a un peu la même équation qui peut être un peu perturbante, avec une conclusion qui est l'immobilier depuis 1990 a énormément de mal à baisser sa consommation d'énergie. Par contre, on est assez fort pour sortir du fioul et du charbon au profit de l'électricité et du gaz naturel. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir avec moi des experts qui vont essayer de nous apporter des éléments de décryptage. Et maintenant, projetons-nous dans le futur. Maintenant, on regarde un peu droit devant et on sait que, vous l'avez peut-être suivi, mais la France a créé une direction RSE qui s'appelle le secrétariat général à la planification écologique, qui est une sorte de direction RSE. C'est-à-dire, pour ceux qui ont des directions RSE, vous savez, c'est les gens qui font des trajectoires et puis qui ennuient un peu tout le monde en disant est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ça ? Et puis quand il y en a un qui dit qu'il ne peut pas, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Bref, on essaie de se faire une feuille de route avec une ambition qui est Fit for 55, c'est l'ambition de l'Europe, faire moins 55% d'économie de gaz à effet de serre depuis 1990 à l'horizon 2030. Et donc il y a une feuille de route. Et donc on va commencer comme ça et je vais donner la parole à Frédéric
Quelle est ta perception des défis pour l'immobilier? Comment est-ce qu'on fait pour réussir cette ambition à l'horizon 2030? On t'écoute, Frédéric. Merci beaucoup Christophe, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Alors très rapidement avant pour revenir, les enjeux sont quand même colossaux hein, puisque le bâtiment c'est quand même 25% d'émissions de gaz à effet de serre et 40% de consommation d'énergie finale, donc on comprend bien que ça soit véritablement un enjeu que d'essayer de décarboner le bâtiment. Comment on y arrive? La trajectoire du secrétariat général à la planification énergétique et écologique est très claire. Le premier enjeu pour arriver à décarboner, c'est d'abord sortir des énergies fossiles, le fuel au premier chef, et également une diminution du gaz pour faire baisser un peu les consommations. Ça représente à peu près 65% de l'effort de décarbonation nécessaire pour aboutir au chiffre de 2050. Les 35% qui restent, ça va être ce qu'on appelait autrefois la maîtrise de l'énergie, et c'est donc vraisemblablement de l'isolation, mais également de la sobriété qui permettront de réduire la demande, de réduire les usages, soit de manière technique, par une meilleure isolation des bâtiments, etc., soit de manière plus volontaire, par un meilleur usage des énergies de manière générale. Il y aura après les usages de biomasse liquide, solide, gazeuse qui permettront aussi de compenser une partie de tout ça. Et tout ça pour faire en sorte qu'on baisse de près de 61% nos émissions à 2030 et de près de 95% en 2050. Donc le pas est absolument énorme. Merci beaucoup Frédéric. Donc je crois que ce qui est vraiment important finalement en analysant cette slide, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas continuer à faire comme avant. Si on veut réussir l'objectif 2030, et 2030 c'est presque demain, c'est 6 ans. Pour l'immobilier, 6 ans c'est rien, on sait que les cycles sont longs. On va avoir besoin de travailler cette maîtrise de l'énergie. On a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, mais le compteur est un peu têtu. On a du mal au niveau national à baisser cette facture, donc il va falloir y travailler. Finalement, c'est un message de se dire, ce n'est pas les énergéticiens qui vont faire tout le travail, il va falloir aussi que de l'autre côté du compteur, on arrive à faire baisser cette consommation. Je passe à toi, Benjamin, à présent. Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de ce qui se passera après, un peu plus loin? Là, on a vu l'ambition 2030 qui est très, très dure à tenir, avec obligatoirement le passage par la case sobriété, rénovation. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelle est ta perception côté NG? Merci Christophe. Vous m'entendez? Tout va bien. Ok. Alors, je voulais... quand on se projette à 2050, je pense que l'objectif, il est absolument clair pour tout le monde. Il est la neutralité carbone, c'est-à-dire une diminution importante des émissions directes et pour ce qui reste, une compensation. Vous êtes des sachants du monde du bâtiment, pour l'immense majorité d'entre vous. Vous avez en tête à quoi ressemble le parc aujourd'hui. On a aujourd'hui un parc qui est alimenté en chaudière, en radiateur électrique, un peu en PAC, en réseau de chaleur, etc. Nous, notre conviction, et ce n'est pas que la nôtre, elle est partagée aussi dans une certaine mesure par le SGPE, c'est qu'on va avoir besoin de l'ensemble des vecteurs énergétiques pour réussir la transition énergétique, et c'est un peu ce qu'illustre ce slide-là. Quand je dis ensemble des vecteurs énergétiques, je reprécise, on va avoir besoin d'électrons décarbonés renouvelables, on va avoir besoin de gaz renouvelable et décarboné, on va avoir besoin de bois, on va avoir besoin de réseaux de chaleur qui peuvent être vus comme un intermédiaire et qui s'appuient sur l'ensemble de ces vecteurs énergétiques, il y a des choses, il y a de la géothermie, etc. Donc nous, on croit fermement qu'on va avoir besoin d'électrons et de molécules. On reviendra un peu après dans les questions sur pourquoi. Il y a des enjeux de flexibilité qui sont extrêmement importants dans le bâtiment, associés au fait qu'on se chauffe en hiver en général, pas en été. Donc on a des variations de consommation qui sont extrêmement importantes et donc des enjeux de flexibilité qui sont clés. Là, le slide que vous voyez, c'est une reproduction de la vision stratégique d'Engie qui a été présentée au milieu de l'année dernière. C'est en nombre de logements, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en consommation d'énergie finale, sur comment se partage le parc alors c'est un focus résidentiel ici, comment il se partage entre les différents vecteurs énergétiques. Et ce que je viens de dire, vous le voyez dans ce slide-là, avec cette vision que des électrons donc l'électricité verte et décarbonée va jouer un rôle absolument fondamental. Vous avez le 35%.
Le biométhane à 15%, parce qu'on est absolument convaincu qu'il restera des chaudières. Les scénarios du SGPE gardent 6 millions de chaudières en 2050. Donc il va falloir du biométhane pour ces chaudières et de l'hybridation, extrêmement important. De l'hybridation, c'est-à-dire l'association des technologies électriques de type PAC et de chaudières. On reviendra sur les aspects flex pour illustrer tout l'intérêt que ça peut avoir au-delà de la faisabilité technique par rapport à passer à du tout PAC. Est-ce qu'on aura cette énergie-là? Donc l'énergéticien que je suis rejoint mon confrère. Ce serait pas mal quand même qu'on ait à vous vendre le moins d'énergie possible en 2050 parce que les gisements, quels qu'ils soient, vont être limités. Que ce soit des gisements d'électricité renouvelable ou décarbonée, que ce soit des gisements de gaz décarboné ou que ce soit de la chaleur directe. Dans toutes les projections du gouvernement aujourd'hui, on voit de la tension sur absolument tous les secteurs. Donc il y a un dénominateur commun à absolument toutes les stratégies qui est de réduire le besoin. Ça passe par deux leviers. On a énormément parlé de sobriété ces derniers temps, un peu contrainte quand même, on va se le dire. Alors on est aidé par le destin, par le prix de l'énergie, etc., par la crainte de manque d'énergie, mais également par de l'efficacité au sens large. Alors, il y en a qui mettent isolation dans sobriété, d'autres dans efficacité. Mais tout ce qui tourne autour de l'isolation et donc la baisse des besoins des bâtiments par les approches techniques sont absolument essentiels. On n'y arrivera pas sans ça. C'est juste tout à fait impossible. Il va falloir faire du et sobriété, et efficacité énergétique, et production d'énergie renouvelable et décarbonée. Je crois que c'est extrêmement important. Tu l'as dit, finalement, le dénominateur commun de vos deux discours est de dire on va avoir besoin de travailler l'ensemble des leviers et on ne peut pas continuer à avoir une croissance des consommations d'énergie, sinon il n'y a pas un scénario qui tient. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, finalement, la neutralité carbone, c'est une coopération entre les acteurs de l'immobilier et les énergéticiens que vous êtes, mais il n'y en a pas un des deux qui va faire le boulot à la place de l'autre. Donc il va falloir qu'on serre les coudes. Vous avez parlé de la notion de flexibilité. On va parler un petit peu de ça. Donc moi je comprends qu'il faut qu'on travaille la sobriété, il faut qu'on rénove le parc existant, on y travaille, et ça va vous aider finalement à décarboner l'ensemble des vecteurs et nous alimenter avec une énergie compétitive, pas chère et bas carbone. Compétitive et pas chère, mais je souscris. Mais je comprends qu'il y a l'enjeu de la flex. Est-ce que, du coup, Benjamin, on va reprendre avec toi, est-ce que tu peux nous donner deux petits mots sur qu'est-ce que la flex? Et je vais afficher une slide qui est copyrightée RTE pour illustrer un petit peu le sujet. D'abord la tienne, ça va? Non, celle d'après, encore d'après. Non, j'ai juste gardé ça là. Ah oui, excuse-moi, je pensais qu'il y avait les deux. Excusez-nous. La flex, on en fait, comme M. Jourdain, depuis l'éternité. Je vais peut-être commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la flex de manière extrêmement générale? En général, c'est un vocable aujourd'hui qu'on utilise beaucoup pour le monde électrique, qui reflète le fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'élasticité dans le monde de l'électricité. C'est difficile de stocker l'énergie. Il faut une adéquation entre la consommation et la production à chaque instant. Donc, pour faire face à ce défi sur l'électricité, on va avoir besoin de leviers de flexibilité, c'est-à-dire de tout faire pour que la demande électrique corresponde à une production électrique. Il y a différents moyens pour le faire, en particulier du stockage. Et ce pourquoi je dis que la flex, on en fait depuis la nuit des temps, c'est que des moyens de stockage, on en a. Et on en a depuis un certain temps. Et aujourd'hui, le principal levier de flex de, je pense, énormément de pays, alors on va dire dans le monde de bâtiments en tout cas, en France, dans plein d'autres pays, c'est le gaz. Donc aujourd'hui, le principal moyen qui nous permet de passer les pointes hivernales et de très très loin, c'est le gaz, qui joue ce rôle de stockage et qui joue à l'échelle du système énergétique ce rôle de tampon pour s'assurer à tout instant qu'on va avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Au fur et à mesure qu'on électrifie, on bascule ce problème-là sur l'électricité. Et donc l'électricité se voit dans la nécessité d'adresser ce challenge de manière de plus en plus critique. Donc on a un certain nombre de technologies ici qui sont effectivement présentées à l'écran et qui sont présentées par RTE. Qui est un stade qui vient de RTE. Ce que je voudrais peut-être préciser quand on parle de flex, c'est qu'il y a différents types de choses derrière la flex. On va avoir la fameuse pointe de 19 heures quand on met en marche les cuisinières. OK, 1 heure. On va avoir ensuite des semaines où on va avoir des périodes de froid, peut-être sans vent, etc. en hiver. Échelle de temps, 1 semaine. Et on va avoir des hivers, échelle de temps, 3 mois. Adresser toutes ces variations de consommation, c'est de la flex. Et en face de chacune de ces solutions, il va falloir des solutions différentes. Très court terme, on pense tout de suite à batterie. Long terme, on va penser à des choses du type stockage de gaz, de chaleur. Et là, c'est là où l'alliance de l'électron et de la molécule, et en particulier électron vert et molécule vert,
demain électrons verts et décarbonés, molécules vertes et décarbonées, demain absolument indispensable, va nous permettre de compléter tout ce panel de flexibilité pour passer les pointes hivernales. Et en particulier, j'ai mentionné tout à l'heure, l'hybridation est absolument clé là-dedans. Elle permet de solliciter l'électricité quand elle est disponible, de basculer sur une énergie stockable, renouvelée quand elle est disponible, et garantir le confort à tous. Merci beaucoup Benjamin. Donc, je comprends du discours de Benjamin qu'avec l'accroissement de l'électrification des usages, Benjamin a dit le sujet de la flex va aussi devenir saillant côté électricité. Mais la flex dans le bâtiment, du coup, quelle est ta perception? Est-ce que c'est un sujet nouveau déjà? Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est le petit bémol que j'ai par rapport à Benjamin. La flexibilité dans le monde de l'électricité, ça existe depuis la nuit des temps. Vous êtes tous du bâtiment, vous avez tous entendu parler des chauffe-eau à accumulation, vous avez tous entendu parler des cumulus, et ça existe depuis la nuit des temps. Que se passe-t-il en fait? On va utiliser des périodes pendant lesquelles la demande d'électricité est moindre pour pouvoir avoir des prix qui soient plus bas et faire chauffer notre eau qu'on va mettre ensuite dans une enceinte qui sera isolée pour pouvoir la réutiliser au moment où on en a besoin. Ça, c'est la base de la flexibilité. La flexibilité, c'est aussi, comme le disait Benjamin, la flexibilité du gaz qui fait que, effectivement, on a des stockages de gaz qu'on va remplir pendant l'été ou pendant toute l'année pour pouvoir les réutiliser pendant l'hiver. Derrière cette flexibilité, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de faire plusieurs choses. Prendre en compte les énergies renouvelables, on en a parlé, on comprend bien que effectivement le solaire c'est vachement bien, mais en fait le maximum de production solaire va se passer entre midi et 14h à des moments où généralement on n'est pas sur un maximum de consommation. Donc besoin de flexibilité à ce niveau-là. Derrière, on a aussi des flexibilités qui sont plus longues. Par exemple, quand on utilise les centrales hydrauliques dans les Pyrénées ou dans les Alpes, qu'est-ce qu'on fait? Avant l'hiver, on va se débrouiller pour essayer de remplir au maximum et au-delà des côtes nos réservoirs, de manière à pouvoir bénéficier d'un petit coussin, d'un petit matelas qui nous permettra de pouvoir passer des jours particulièrement froids, etc., etc. Troisième élément, il y a après ce qu'on appelle de manière technique les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui vont utiliser de l'électricité quand personne ne l'utilise pour remonter de l'eau, qui sera turbinée à ce moment-là. Tout ça, on est très très loin du bâtiment et c'est plutôt de la flexibilité de production. Il y a aussi de la flexibilité dans le bâtiment. Mais cette flexibilité, comme le disait Benjamin, en fait, elle va se caractériser par plusieurs éléments. Elle va se caractériser d'abord par son volume. Je parlais tout à l'heure des chauffe-eau à accumulation. Les chauffe-eau à accumulation, c'est 5 gigawatts qu'on peut piloter, 5000 mégawatts qu'on peut piloter par ce signal heure pleine, heure creuse, etc., qui nous permet de pouvoir déplacer une consommation à certains moments. Il y a d'autres éléments qui sont aussi susceptibles d'être très importants. Par exemple, au sein de notre recherche et développement, on a fait des simulations sur l'utilisation de pompes à chaleur et on voit que l'inertie thermique d'une pompe à chaleur est telle que dans une maison bien isolée, on peut arrêter un chauffage de pompe à chaleur pendant 2 heures sans qu'il y ait nécessairement de baisse de température à l'intérieur du logement, et ça va baisser à 3/4 d'heure ou 1 heure sur des maisons plus mal isolées. Ça aussi, c'est des vecteurs de flexibilité. Le troisième vecteur de flexibilité que vous allez vite anticiper, c'est en train de devenir la mobilité électrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, on a 1,5 million de véhicules électriques aujourd'hui, il y a de plus en plus de bornes de charge. Si tout le monde, en rentrant chez lui, branche sa voiture et que la charge commence à 19h, au moment où on va tous utiliser nos micro-ondes, allumer notre télévision et utiliser notre douche avec notre cumulus, forcément ça n'ira pas. Le fait de déplacer ça, c'est aussi un avantage qui est non négligeable. Et ce gisement, il est 3 fois plus important que l'ensemble des besoins de chauffage, de l'ensemble des besoins, de la flexibilité des besoins de chauffage du bâtiment. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc la question qui va se poser à un moment donné, ça va être de dire, très bien, on a
tout cet éventail de différentes flexibilités, comment faire pour choisir? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir à un moment donné la pompe à chaleur hybride? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir à un moment donné le cumulus ou le chauffe-eau thermodynamique? Et qu'est-ce qui fait qu'on va essayer de piloter ou pas nos pompes à chaleur pour essayer de jouer sur de l'inertie thermique? Eh ben, c'est tout simple, ça va être un coût. Ça va être le coût qu'on est prêt à mettre pour pouvoir utiliser ces flexibilités-là par rapport au système. Alors ça peut être un coût direct qui sera de nature à faire augmenter la valeur de l'électricité, du gaz, etc. Mais ça peut être aussi un coût indirect. Sur de l'hybridation, effectivement, on va transférer d'une énergie qui est l'énergie électrique vers le gaz ou éventuellement le pétrole. Le coût sera peut-être à ce moment-là un coût de décarbonation et qu'on ne soit plus nécessairement dans les épures d'une décarbonation pour arriver à nos résultats 2050. Donc en fait, il faut se poser la question en matière de coût pour dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire et comment on va utiliser nos différents leviers, nos différents outils pour pouvoir acquérir cette flexibilité. In fine, tout ceci pourquoi? Eh bien, tout ceci simplement pour faire en sorte qu'on ait une consommation qui soit la plus contrainte possible et faire en sorte que finalement notre système électrique ou notre système énergétique ne soit pas fait simplement sur des valeurs de pic pour répondre à des valeurs de pic, donc le fameux pic de 19 heures dont parlait Benjamin tout à l'heure, mais faire en sorte qu'on ait pu optimiser tout ça et qu'on n'ait pas acheté des éléments, des actifs qui répondent à des besoins qui ne sont pas des besoins continuels. Donc toute cette valeur économique de la flexibilité est très très importante et c'est pour ça que nous, on est tout à fait prêts à ouvrir les livres et les cahiers pour faire en sorte que cette flexibilité, elle soit comprise et échelonnée à l'aune de son coût pour l'ensemble de la collectivité. Merci beaucoup Frédéric. Moi, ce que je retiens de nos échanges, on va avoir le temps pour un petit mot de la fin l'un et l'autre. Mais ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a des énergéticiens qui nous disent les solutions sont nombreuses, elles vont être plurielles, mais on a besoin de s'entraider. Et côté immobilier, moi, j'ai retenu les deux leviers, c'est-à-dire qu'on a besoin de maîtriser les consommations. Et si on continue d'avoir une croissance des consommations, on aura du mal à se raconter tous ces scénarios, toutes ces trajectoires qu'on s'est données. Donc ça, c'est plutôt la balle est plutôt côté immobilier. Il faut travailler sur la sobriété, la MDE. Puis le deuxième sujet qui est un peu plus exotique sans l'aide finalement, puisqu'on se rend compte qu'on le fait déjà, on parlait de la prose de M. Jourdain, c'est qu'on va de plus en plus avoir le besoin de raisonner à l'heure, raisonner sur des plannings et se dire finalement quel est le meilleur moment pour appeler ma puissance, et ça va devenir de plus en plus saillant, même si on se rend compte qu'on le fait déjà un peu finalement sans vraiment s'en rendre compte. Donc ce message-là était extrêmement important, surtout pour ce cycle de conférences. On va re-rentrer un peu dans le détail tout à l'heure, on va parler de flexibilité, on va parler d'énergie renouvelable et de récupération. Il nous reste un tout petit peu de temps, mais vraiment très peu. Donc je vais vous proposer un petit mot de la fin à tous les deux. On va commencer par Frédéric, avec une question un peu large. Ça peut être, est-ce que tu es optimiste? L'Europe nous a parlé d'une sortie des fossiles fin d'année dernière dans l'immobilier en 2040. 2040, c'est demain quasiment. Donc voilà, est-ce que tu es optimiste? Ou de manière plus générale, on peut faire un petit clin d'œil au remaniement du gouvernement. Est-ce que tu vois des défis politiques que tu souhaites nous partager? Il nous reste une petite minute, donc voilà, je vous laisse un mot de la fin. Alors en une minute. En une minute, politique générale. En une minute de conclusion, je suis d'un optimisme absolument béat et je considère qu'effectivement on a beaucoup de leviers aujourd'hui qui nous permettent de mettre en place un certain nombre de solutions nouvelles par rapport à ça. On parlait de consommation, on a fait plusieurs études et RTE a fait également des études. Yannick Jacquemart en parlera sûrement tout à l'heure. On voit que le fait d'avoir un parc immobilier qui va devenir de plus en plus vertueux, mieux isolé, mieux construit, etc., fait en sorte que malgré de nouveaux usages, en particulier d'électricité, la baisse de la consommation, en particulier à la pointe d'électricité, va devenir prégnante. En 2050, c'est moins 15% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs. Donc je suis d'un naturel optimiste. On a les solutions, il n'y a plus qu'à se retourner les manches, à se retrousser les manches, et puis à y aller parce que je pense que la planète le demande, hein, et que sans être complètement béat, c'est à notre portée.
Merci beaucoup Frédéric pour cette note d'optimisme. Et du coup, Benjamin, même exercice, politique générale en moins d'une minute. En moins d'une minute. Optimiste, je ne dirais pas. Réaliste, plutôt. C'est-à-dire que là, on n'est pas tout à fait dans la période où il faut se poser la question si on est en train de bien pédaler ou si on va passer la côte. Il faut pédaler. Et, est-ce que l'objectif de sortie des énergies fossiles est facile? Personnellement, je pense que ce n'est pas la peine de se cacher. Non, ça ne va pas être facile. C'est juste indispensable. Donc l'enjeu qui est devant nous, c'est de mobiliser l'ensemble des leviers pour y arriver face à un défi qui est d'une ampleur jamais connue, absolument, je pense, jamais connue. C'est absolument pas comparable aux révolutions industrielles comme on a pu avoir, parce qu'il s'agit de remplacer des vecteurs énergétiques et pas de rajouter du vecteur énergétique à d'autres vecteurs énergétiques. Donc ça, c'est de nouveau, c'est du jamais fait. Il va falloir s'appuyer pour atteindre ce type d'objectif sur toutes les solutions. Et là, je dériverai vers la politique générale, qui est il est absolument indispensable que dans les semaines qui viennent, tous les travaux sur la programmation énergétique qui concernent la production, la consommation, etc., aillent chercher tous les vecteurs énergétiques décarbonés et renouvelables, tous sur un pied d'égalité. On ne peut malheureusement pas prendre le luxe de se dire « oh bah, si on fait que ça, on va y arriver ». Il va falloir tout solliciter, quitte à faire des doublons. Il y aura des échecs sur la route. C'est la seule solution pour pouvoir y arriver. Très bien, grand merci à vous. On arrive à la fin de cette conférence. On ne va pas avoir le temps des questions-réponses, mais Frédéric et Benjamin sont non loin. Absolument, donc on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'avais juste un petit 2 secondes, Alors, un 2 petit secondes, teasing. teasing. J'ai une très bonne copine qui fait une conférence juste à côté sur la décarbonation, sur les moyens de décarbonation du bâtiment, qui s'appelle Nathalie Mougeot. C'est très très intéressant, c'est à 16h20 et ça vous donnera un peu un panel beaucoup plus riche de ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution. Très bien, on va s'arrêter là. Je tenais, avant que vous applaudissiez chaleureusement nos témoins, à les remercier parce que c'est des sujets complexes, avec des défis industriels majeurs. Et voilà, merci à vous d'être venus, d'avoir partagé de façon pédagogique des enjeux qui sont très importants. Et puis voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est le message de la coopération entre le monde de l'énergie et du bâtiment qui a appelé de ses voeux. Donc un grand merci à vous. Voilà pour la fin de la première conférence. Merci pour votre intérêt. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, sans transition aucune, pour ceux qui sont très courageux. Ah, les non courageux, non. On va passer à la deuxième conférence et donc je vais appeler mon camarade Jean-Benoît Lafont.